Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau webinaire organisé par Grisby Gestion Privée. Depuis l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale le 9 juin dernier, on a eu l'occasion d'échanger avec un certain nombre de clients du cabinet autour évidemment du contexte politique, de l'environnement instable que cela a généré et puis des perspectives d'évolution. On a décidé d'organiser donc ce webinaire aujourd'hui pour partager avec le plus grand nombre nos convictions, notre analyse par rapport à la situation actuelle et puis en profiter justement pour faire une présentation d'un contrat qu'on met en avant pour la première fois dans le cadre d'un webinaire qui est le contrat d'assurance vie de droit luxembourgeois. Ça devrait retenir l'attention de nombre d'entre vous, en tout cas on le souhaite. Pour cela, j'ai l'immense plaisir d'être accompagné de Charles Lancelot Tanguy de Wine Life ainsi que de Marc Guillaume du cabinet Grisby Gestion Privée. Charles Lancelot, je te laisse la parole pour te présenter si tu veux bien. Bonjour Maxime, bonjour Marc. Merci à toutes et à tous. Charles Tanguy, donc je suis responsable des partenariats Paris, Île-de-France et Nord-de-France pour l'assureur One Life, donc qui est un assureur luxembourgeois qui fait partie du groupe Apicil depuis maintenant 5 ans. C'est un groupe de santé prévoyance français et l'assureur One Life en fait commercialise des produits d'assurance vie et de capitalisation luxembourgeois auprès de différents partenaires du milieu de l'épargne sur différents marchés en Europe. Et voilà, et moi, je suis en charge du marché français. Rapidement, quelques chiffres. Aujourd'hui, One Life gère 10 milliards d'euros et intervient sur 8 marchés en Europe, dont la France. Merci Charles Lancelot. Marc, si tu veux bien. Bonjour à tous, Marc Guillaume, conseiller en investissement financier chez Grisby depuis maintenant à peu près 3 ans. Pour ceux qui ont déjà participé à des webinaires, vous le savez, je le rappelle à tous, vous avez l'occasion de rédiger vos questions. N'hésitez pas bien sûr à le faire, on les relaiera auprès de nos intervenants du jour pour justement éclairer le plus grand nombre, ça génère davantage d'interactivité. Donc n'hésitez pas, merci par avance. Marc, pour débuter, effectivement, on parlait d'instabilité, de contexte incertain. Est-ce que déjà tu peux nous éclairer sur le contexte économique, le contexte politique que nous vivons actuellement? Tout à fait, alors sur la partie macro, je vais vous donner quelques éléments de repères sur la situation actuelle pour vous guider sur voilà, la big picture de l'état de la macroéconomie. On a des marchés américains qui ont une croissance en perte de vitesse avec des prévisions stagnantes à 2,4% de croissance sur 2024 et 1,8% en 2025. C'est moins que prévu. Et en zone euro, une amélioration des prévisions de croissance, notamment sur 2025 avec une croissance projetée à au moins 0,7%. On a une situation depuis l'annonce de la dissolution de marchés français qui ont perdu à peu près 6%. Le 31 mai, l'agence de notation Standard & Poor's qui a dégradé la notation de la France à double A-, et un déficit français qui est désormais de 5,1% du PIB. C'est important. Et en parallèle des marchés français qui ont pris une légère correction sur les dernières semaines, on a des marchés américains et même sur d'autres zones géographiques qui n'ont pas spécialement bougé de leur côté. Ça, c'est pour la partie macro, mais la partie qui va nous intéresser, c'est la partie politique de notre pays et derrière toute la réflexion qu'on peut avoir sur l'impact de l'issue de ces élections sur les investissements de nos clients. Il faut savoir que dans un premier temps, cette bataille au sein des blocs de droite et de gauche, elle n'est pas forcément bien comprise par les Européens ou par les investisseurs internationaux qui ont vite arbitré certaines positions françaises sur les marchés et créé de la volatilité. Le constat qui s'impose, vous le connaissez, c'est une montée des extrêmes avec un phénomène cependant qui n'était pas prévu, qui est une hausse de la participation et notamment au profit du Rassemblement national. Il y a 3 scénarios possibles: un gouvernement technique avec une division en 2 ou 3 blocs, une victoire du Rassemblement national ou une victoire de l'extrême gauche. En fonction de qui passera, les conséquences ne sont pas du tout les mêmes. Si le Rassemblement national passe, il est probable que la trajectoire de dette française, qui n'est pas au beau fixe, ne s'améliore pas.
et que, comme par le passé, ces gouvernements d'extrême droite ne se cantonnent en vérité qu'à la gestion courante du pays, avec certes une politique sécuritaire plus dure, mais aussi une normalisation du discours, comme on l'a vu en Italie par le passé. On a des marchés qui pourraient connaître des baisses entre le premier et le second tour, mais avec potentiellement un retour aux fondamentaux, avec un rattrapage vigoureux juste après, c'est pas inenvisageable. Le point clé, c'est qu'il n'y a pas de contagion systémique. Le risque de volatilité est uniquement sur la France et en cas de passage d'un extrême, que ce soit de gauche ou de droite, il y aura de la volatilité sur le spread OAT français Bund allemand et la France basculerait en réalité du côté des pays européens périphériques avec des primes de risque proches du Portugal, de l'Espagne ou encore de l'Italie. Donc attention, un défaut, un non-remboursement de la dette française à court terme est impossible. Cet écartement de spread traduit seulement le fait de l'augmentation de ce risque à moyen terme. Il faut savoir que la dette française, parce que c'est un sujet central, est détenue à plus de la moitié par des investisseurs étrangers et que cette dette française coûterait en vérité, en cas de passage des extrêmes, plus cher pendant un certain temps. Ça peserait sur d'autres actifs, sur les finances publiques et indirectement sur le dynamisme économique. On a un déficit français, je vous l'ai dit, qui est de 5%, 5,1%. Et il y a aussi une estimation de l'endettement additionnel que coûterait le passage des extrêmes. On l'estime à 3% de déficit supplémentaire en cas de passage du Rassemblement national et de 9 à 10% en cas de passage de LFI. Alors, il faut savoir quand même que le niveau d'endettement en cas de passage à 9-10% supplémentaire avec LFI correspondrait au niveau d'endettement du Venezuela, hein. C'est pour vous donner des exemples concrets, sauf que nous sommes la France, nous n'avons pas de pétrole et le seul levier que nous avons pour des rentrées d'argent, c'est le levier fiscal. Sauf qu'on a un petit souci, c'est qu'on est déjà le pays le plus fiscalisé au monde. Et du coup, quelles sont les premières conclusions à tirer de ce que je viens de vous dire? C'est qu'en fait, pas de panique. Il y a des garde-fous qu'on appelle le Conseil constitutionnel et le fait que de toute manière, l'État français est sous beaucoup de contraintes européennes. Par exemple, côté Rassemblement national, la loi immigration qui avait déjà a déjà été retoquée par le Conseil constitutionnel et la proposition sur la possibilité et la faisabilité de tranches marginales d'imposition supérieures à 45 a été de même retoquée par ce Conseil constitutionnel. Donc il faut faire attention entre les effets d'annonce et la réalité économique et la faisabilité, des mesures qui sont annoncées. Il y a quand Merci même Marc, ouais, oui, oui, là, merci tu veux déjà dire un pour point? cette oui, oui, c'est juste sur ce 1er passage justement sur l'analyse économique et politique, bah, c'est très éclairant, de prendre du recul par rapport justement aux annonces qui ont été faites et qui vont continuer de se dérouler jusqu'à en tout cas au minimal, dimanche prochain. Comment on s'adapte? Comment nos clients, les épargnants, les investisseurs français peuvent-ils s'adapter par rapport à ce contexte? Les perspectives, peuvent être variables. Comment fait-on, Marc? Si on rentre dans le très concret, la question c'est comment chez Grisby Gestion Privée, on prend en compte ces informations macro et comment on nourrit notre réflexion pour gérer au mieux les allocations de nos clients. Eh bien, le maître mot, c'est diversification. C'est ce que nous faisons depuis, maintenant longtemps chez Grisby Gestion Privée et l'objectif en fait face à des situations comme celles qu'on connaît, c'est d'avoir des allocations sur plusieurs classes d'actifs, sur des thématiques de long terme porteuses. Nous ne sommes pas des traders, on est des investisseurs long terme pour nos clients et comment est-ce qu'on fait pour, gérer nos allocations? Eh bien, on allège, potentiellement l'exposition au marché français à court terme et aux obligations françaises souveraines. Donc, il faut aussi, pour ceux qui ont une exposition, je pense notamment sur les comptes titres et PEA, faire attention aux expositions aux secteurs affectés par les programmes populistes. Donc là, bien évidemment, tout ce qui est banque, services aux collectivités, immobilier, concessions, plutôt rester à l'écart. Et de l'autre côté, il y a des industries, de la santé, de la technologie, de la consommation discrétionnaire qui sont plus protégés.
Il faut rester positif sur les thématiques de long terme, comme par exemple l'intelligence artificielle, comme l'investment grade sur les investissements obligataires, ça reste une excellente idée. Les fonds long short peuvent permettre de jouer la volatilité à court terme, que ce soit en France ou aussi aux États-Unis avec des élections américaines qui arriveront. Il y a aussi toujours des opportunités sur les small et mid cap européennes. On va rester un peu à l'écart des françaises, mais les small et mid européennes sont toujours très intéressante parce qu'il y a une sous-performance récente, il y a un potentiel de surperformance par rapport aux grosses capitalisations qui est plus important, il y a un impact des taux d'intérêt avec les baisses successives des banques centrales qui vont être favorables à cette classe d'actifs. Il y a aussi une décorrélation aux grosses capitalisations qui en font un outil de diversification redoutable. Je profite aussi pour vous dire que Grisby Gestion Privée vient de construire un produit structuré dédié à notre cabinet garanti en capital qui peut permettre d'obtenir un coupon de 1,55% par trimestre, soit 6,20 à l'année. Et c'est un produit qui est défensif, qui est à inclure dans une allocation. Et on a choisi comme indice de référence le CMS 2 ans, qui est l'indicateur de taux le plus court et qui est le plus corrélé aux politiques des banquiers centraux et de la conjoncture. Donc, ça, c'est des exemples de ce qu'on peut faire pour nos clients aujourd'hui. Et puis après, il y a aussi des choses rassurantes, c'est que les marchés ont baissé de 6%, mais pourquoi ils n'ont pas baissé de plus? C'est assez simple. On a une cote française qui détient des grosses capitalisations françaises, mais surtout des leaders mondiaux. Si vous prenez LVMH, Danone, Schneider Electric, c'est moins de 7% de leur chiffre d'affaires qui est réalisé en France. Donc on a des champions mondiaux et c'est pour ça que les marchés n'ont pas non plus totalement décroché par rapport à cette annonce. On reste attentif aussi sur les marchés immobiliers avec certains points d'entrée en faisant confiance à des véhicules récents qui ont profité des corrections récentes du marché immobilier sur l'année et demie passée. On continue d'investir sur les marchés non cotés sous différentes formes, sous différentes stratégies. Il y a eu un ralentissement des volumes de levée de fonds, mais l'activité retrouve des couleurs et on va privilégier les fonds européens et nord-américains pour rester à l'écart le temps qu'il faudra du marché français. Et puis, s'il y a un mot de la fin, en fait, ma petite analyse, c'est qu'il n'y a pas de panique. Notre gestion suit les événements macroéconomiques. Il y en a eu, il y en a et il y en aura. Donc, on est attentif et pragmatique. Merci Marc, je te pose tout de suite une question. On a de très très nombreuses questions. Merci déjà à tous les participants. En lien avec notamment ce que tu viens d'évoquer, je te lis la question. Bonjour, vous dites rester à l'écart des small mid-cap français, immobilier et autres secteurs, mais n'est-ce pas en situation de crise qu'il faut investir? Peut-être une précision sur le fait que quand tu dis on reste à l'écart, c'est dans les jours et petites semaines à venir en fonction de la volatilité qui pourrait être générée. Exactement. C'est une bonne question. C'est pas une stratégie à mettre totalement de côté. C'est juste qu'il faut être plus prudent sur les 15 jours à 3 semaines qui vont venir. Il faudra revenir sur les small et mid françaises. C'est juste une question de timing. Comme on ne connaît pas encore l'issue de ces élections, on ne connaît pas dans quelle mesure la volatilité va être présente entre les 2 tours et à l'issue de l'élection. Donc, on reste à l'écart le temps d'avoir plus de visibilité sur la situation, mais on ne reste pas à l'écart 6 mois. Ça reste, de la même manière que les small et mid européennes, une thématique de long terme, avec de très, très beaux fonds qu'on choisit avec sélectivité et rigueur. Merci beaucoup Marc pour ce point de situation qui était nécessaire et très éclairant. Charles Lancelot, on parle de plus en plus avec nos clients d'assurance vie luxembourgeoise depuis quelques temps et de plus en plus depuis le 10 juin. Donc c'est aussi pour ça, bien évidemment, qu'on a décidé de mettre en avant cette solution d'investissement aujourd'hui. Je fais partie de nos partenaires privilégiés dans le cadre de la proposition de ce type de solution. Moi, la première question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi aujourd'hui un épargnant français se tourne-t-il vers un contrat d'assurance vie de droit luxembourgeois plutôt que vers un contrat d'assurance vie français? Il y a plusieurs raisons. Pour faire un parallèle avec ce que vient de dire Marc, parler de la dégradation de la note de la France. Le Luxembourg est noté AAA depuis plusieurs années et est un pays qui est en excédent tous les ans. Donc ça, pour un investisseur aguerri ou non, ça parle. Pour un chef d'entreprise, un entrepreneur qui a l'habitude de gérer des actifs, ça va le conforter dans son choix ou au moins ça va
ça va l'intéresser. Les raisons sont multiples. La première, c'est que c'est un outil d'investissement très flexible. Ça permet d'investir sur une gamme d'actifs très large, du côté, du non-côté, etc. On y reviendra un peu plus tard. Il y a après ce qu'on appelle le fameux triangle de sécurité. Et ce triangle de sécurité permet une garantie et une sécurité sur les actifs placés au sein du contrat, unique en Europe. Et le troisième, je dirais, qui peut intéresser un certain type d'investisseurs, pas tous, c'est la fameuse portabilité du contrat luxembourgeois. En fonction de la résidence fiscale du souscripteur, présente ou future, le contrat luxembourgeois est un des meilleurs outils, en tout cas pour s'adapter à la fiscalité d'un pays. Donc, si je résume, il y a trois principaux points de différence entre l'assurance vie luxembourgeoise et l'assurance vie française. Ce que tu as évoqué, c'est effectivement la diversification, une diversification presque sans limite, en tout cas pour certains épargnants, dans le cadre de cette enveloppe qui est l'assurance vie luxembourgeoise. Protection, une sécurité de l'épargne, on y reviendra, et une fiscalité qui peut être plus attractive en fonction du lieu de résidence du détenteur du contrat. C'est bien ça? Exactement. On a parlé de la protection et c'est sûrement la thématique qui est revenue le plus dans le cadre des échanges qu'on a pu avoir ensemble ou avec certains clients. Protection du capital, c'est intéressant de rentrer dans le détail. D'ailleurs, on a un support à disposition. Est-ce que tu peux nous présenter le mécanisme de la protection luxembourgeoise, justement, s'il te plaît, Charles? La protection du Luxembourg, donc j'ai parlé du rating, le fameux triangle de sécurité, adossé au fameux super privilège. Donc ça signifie très simplement que le souscripteur est créancier de premier rang sur les actifs qu'il place dans un contrat d'assurance vie luxembourgeois ou de capitalisation. C'est-à-dire que s'il y a une faillite de la compagnie d'assurance ou de la banque, ce sera toujours le souscripteur, l'investisseur, qui sera remboursé en premier. Tous les actifs qui sont liés à des investissements dans des contrats luxembourgeois sont déposés auprès d'une banque dépositaire. Les dépôts qui sont faits auprès de ces différentes banques, qui sont distincts des actifs de la compagnie d'assurance. C'est en ça que les actifs du souscripteur sont protégés. Et qui surveille cet environnement-là et tout ça? C'est le commissariat aux assurances luxembourgeois, qui est l'instance de régulation luxembourgeoise. Donc, quand vous investissez dans un contrat One Life, vous investissez dans un compte qui est propre à votre contrat. Vous pouvez développer le sujet, vous pouvez même avoir différents comptes dans un seul contrat, une seule police d'assurance, auprès même de banques dépositaires différentes. Donc, c'est vraiment ce principe-là de triangle, l'assureur, la banque, le commissariat aux assurances luxembourgeois, qui fait qu'il y a un environnement extrêmement favorable pour la protection des actifs. S'il y a des questions sur le sujet, je peux peut-être... évoquer peut-être la loi Sapin, voilà, Sapin 2. Exactement. Donc ça, c'est un autre sujet. C'est-à-dire que la loi Sapin 2 en France, deux grands principes qui peuvent faire peur aux épargnants, c'est la suspension des rachats et également imposer aux compagnies d'assurance de diminuer le rendement des contrats. Les contrats luxembourgeois ne sont pas soumis à la loi Sapin 2. Donc, en ça, qu'il peut y avoir un intérêt pour les investisseurs qui ne souhaitent pas être soumis à la loi Sapin 2. C'est vraiment les deux grands principes qu'on entend à chaque fois que quelqu'un réfléchit. Est-ce que je passe au Luxembourg? Voilà, dans quel but? Ne pas être soumis à la loi Sapin 2 parce que je ne veux pas que mes rachats soient bloqués dans le temps et je ne veux pas que ma compagnie d'assurance française se voit imposer un taux dans un environnement de taux bas, hein, bien évidemment, tout ça. Je veux pouvoir avoir accès à mon épargne sans être bloqué. On a une question que je relais, on a beaucoup de questions, je ne peux pas les relayer toutes maintenant en tout cas. Les actifs sont-ils totalement sécurisés? Alors non. Pourquoi? Parce que ça dépend de ce sur quoi on investit. Donc les fluctuations de marché, etc. Ça, c'est pas des actifs sécurisés. On est quand même exposé au marché. Par contre, ils sont totalement sécurisés en cas de défaut de la compagnie ou de la banque. Alors totalement sécurisés, si ce n'est que certains peuvent imaginer que le gouvernement luxembourgeois garantit les actifs des contrats. Oui. Je pense que c'est important de préciser que ce n'est pas le cas. On l'a entendu, on a pu l'entendre par... Effectivement, ce n'est pas le gouvernement, c'est le commissariat aux assurances luxembourgeois, donc qui est quand même une instance du gouvernement, mais qui régule tout ce secteur et qui impose ces différentes règles aux compagnies d'assurance. Si on résume une fois de plus, le niveau de protection, c'est le niveau le plus protection maximum qu'on puisse connaître hein, pour
protéger son épargne grâce au triangle de sécurité que tu viens de nous présenter est lié au super privilège. C'est-à-dire que s'il y a effectivement, par exemple, un assureur qui fait défaut, qui fait faillite, le détenteur du contrat d'assurance vie, l'assuré, est un créancier super privilégié. Il est de premier rang. Et à partir du moment où donc ça lui permet, ce qui n'est pas le cas en France, ce qui lui permet d'avoir un niveau de sécurité supplémentaire. Est-ce que c'est garanti ou c'est totalement sécurisé? On peut pas dire totalement sécurisé. Aucun cas. Par contre, aucun autre créancier de la compagnie d'assurance n'a de pouvoir sur les actifs déposés par le souscripteur. En France, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'en France, la compagnie d'assurance encaisse la prime, la dépose sur ses comptes et après place les investissements. Sauf qu'en cas de faillite de la compagnie d'assurance, le souscripteur arrive après les salariés de la compagnie d'assurance, après l'État, après d'autres créanciers. C'est en ça en fait que les actifs sont protégés en cas d'investissement auprès d'une compagnie luxembourgeoise. Parce que quand la One Life encaisse les primes, elle dépose les fonds sur des comptes ségrégés. Elle ne les dépose pas sur ses fonds propres. Il y a vraiment une dichotomie des fonds de la compagnie, des fonds des polices. Merci, Charles Lancelot, très clair. On peut se pencher maintenant sur le fonctionnement du contrat en tant que tel. On reviendra sur la fiscalité également. Tu peux nous dire un mot sur justement ce fonctionnement? Oui, fait Maxime. Alors, je reviens juste sur la slide d'avant. À Luxembourg, on catégorise l'investisseur selon une lettre. N, c'est la catégorie par défaut. A, B, C, D, c'est la catégorie dans laquelle vous pouvez être. Il y a 2 critères pour catégoriser un investisseur. Ces 2 critères, ils sont valables si vous êtes une personne physique ou si vous êtes une personne morale. Les 2 critères sont la prime investie, le montant de fortune mobilière. Donc, on enlève les actifs immobiliers et on tient compte de la fortune mobilière, moins les dettes de toute nature. Ce principe-là, un peu ce prisme luxembourgeois, ça signifie que plus vous avez d'argent, plus on va vous laisser faire ce que vous voulez sur les actifs que vous voulez, dans les quantités que vous voulez. Pour faire très simple, catégorie A et B, vous allez avoir certaines limites sur certains actifs, vous n'allez pas avoir accès à des titres non cotés ou autres, etc. À partir de la catégorie C, voilà, on estime que vous avez un patrimoine mobilier de plus d'1 250 000, donc vous êtes en capacité de tenir des positions, voilà, de prendre des risques. Type D, grosso modo, tant que ça respecte la réglementation, vous pouvez tout faire. Du coup, je reviens sur la slide. Comment se structure un contrat luxembourgeois? Le cadre juridique et fiscal du contrat. Ce qui est intéressant dans le fonctionnement, c'est quelle poche, quel compartiment je viens sélectionner pour faire tel ou tel actif. Vous avez l'environnement fonds externes, gestion collective. Ça, cet environnement-là ressemble beaucoup à l'environnement gestion libre en assurance vie française. Voilà, je vais faire des petits parallèles pour que tout le monde puisse bien visualiser. L'environnement fonds externe, vous avez une liste de fonds UCITS, unités de compte, qui sont référencés chez One Life et au sein desquels vous pouvez investir dans votre contrat. Il y a en moyenne 650 fonds qui sont référencés. Après, vous avez ce qu'on appelle un peu la spécificité luxembourgeoise. C'est généralement ce que viennent chercher les investisseurs, c'est l'environnement gestion individuelle. Dans la gestion individuelle, vous avez 2 compartiments. Vous avez le compartiment FID, fonds interne dédié, où c'est un compartiment où là, il y a une société de gestion qui va gérer selon votre profil, selon les critères établis à la souscription. C'est le grand cousin de la gestion pilotée en assurance vie française. C'est-à-dire que vous donnez un mandat à une société qui va gérer selon ce qui a été établi à la souscription. Vous n'avez pas, vous ne vous initiez pas, dans la gestion du portefeuille. À côté, vous avez le compartiment FAS, fonds d'assurance spécialisé. Ce compartiment-là, il vous permet d'accéder à une multitude d'actifs dans différentes devises, tout en ayant la main sur l'allocation. C'est-à-dire que vous, avec votre conseiller, vous dites, voilà, je décide d'investir sur tel type d'actifs pour tant de pourcents, tel type d'actifs pour tant de pourcents, telle devise, telle devise, telle devise. Vous passez des ordres auprès de la salle de marché de la banque dépositaire et après, vous avez les titres en portefeuille. Je parlais de différents types d'actifs. Donc, les ETF, les fonds UCITS, donc les fonds unités de compte, les OPC, des titres vifs, des titres de private equity, fonds de dette, infrastructures, tous ces fonds-là qui sont
qui sont accessibles en direct, en assurance vie française, mais avec quelques contraintes. À partir d'un certain montant, il y a vraiment un intérêt de venir le loger dans un compartiment face, dans un contrat luxembourgeois, parce qu'on bénéficie du cadre fiscal de l'assurance vie et on accède à des parts moins chargées et qui ne sont pas forcément éligibles en assurance vie française. Voilà. Après, vous avez donc tout ce qui va être fonds immobiliers. Dans les fonds immobiliers, je précise, FPCI, OPCI, OPPCI, etc. Pas de SCI ni de SCPI. Voilà. Et les produits structurés, c'est assez simple. Les produits structurés, tant que le produit est investissable, est stable sur le marché, vous y avez accès via la salle de marché de la banque dépositaire. Effectivement, donc un choix vaste pour investir en contrat d'assurance vie luxembourgeois et notamment à travers ce FAS qui permet d'investir de manière extrêmement diversifiée si on le souhaite. C'est intéressant également, on l'a évoqué tout à l'heure en préambule, volet fiscalité et portabilité du contrat qui fait partie donc des spécificités de l'assurance vie luxembourgeoise. C'est intéressant d'y revenir si tu veux bien. Pour faire très simple, ça, c'est les marchés que couvre One Life. Donc, on est sur les Nordiques, on est France, Belgique, Luxembourg et on est sur les marchés ibériques, Espagne, Portugal. Ça signifie qu'on a un contrat, un ou plusieurs contrats, qui a été mis en place pour un marché spécifique. Pour le Danemark, on a un contrat pour le marché local. C'est-à-dire que c'est un contrat qui respecte les règles de l'administration fiscale locale. Prenons un exemple. Vous êtes résident fiscal français. Vous souscrivez à un contrat luxembourgeois, mais pour le marché français. Chez One Life, il s'appelle le contrat Wells France. Vous décidez de partir travailler en Espagne ou à la retraite en Espagne. One Life a la capacité d'assurer la portabilité du contrat, c'est-à-dire qu'on va adapter le contrat français au contrat espagnol. Donc, le contrat ne va pas changer, le contrat reste en place, mais on va vous donner les règles locales pour que votre contrat soit valable. On va assurer donc la portabilité du contrat. Je prends sur la slide d'après. Donc, l'exemple est vers France-Espagne, vers France-Belgique. En Belgique, le compartiment face n'est pas autorisé par l'administration locale. Donc, vous avez un compartiment face en France dans votre contrat. Ce n'est pas très grave. On va vous dire, voilà, il faut passer en compartiment feed. Donc, on va devoir retravailler la solution, passer via une société de gestion. Mais en tout cas, votre contrat, vos actifs restent en place. Il n'y a pas besoin de désinvestir, de quitter les positions, etc. Je reviens un peu sur la map monde. Ça, c'est les marchés pour lesquels on a un contrat. Si vous êtes français, vous souscrivez un contrat français et que vous partez dans un autre pays que ces pays-là. Aucun problème pour One Life. Le contrat reste en place et vous conservez tous vos droits. Il n'y a aucune obligation de racheter le contrat. Là, tu parles du contrat luxembourgeois. Oui, tout à fait, bien sûr, du contrat luxembourgeois. Et la fiscalité applicable à votre contrat sera la fiscalité de votre nouveau pays de résidence. Alors, on n'assure pas la portabilité dans ce cas-là parce qu'on n'a pas une expertise marché australien, par exemple, si vous partez habiter en Australie. Par contre, c'est à vous de déclarer auprès de l'administration fiscale australienne votre contrat. Mais le contrat luxembourgeois reste en place et la fiscalité française n'a plus lieu de s'appliquer sur ce contrat-là parce que c'est un contrat luxembourgeois et vous êtes résident fiscal australien. Donc effectivement, pour résumer, le contrat de l'assurance vie luxembourgeois, que ce soit pour les non-résidents expatriés ou pour les personnes qui envisagent à un moment donné dans leur carrière ou après leur carrière de quitter la France et de s'installer dans un autre pays, c'est un contrat qui se prête complètement à ce genre de situation pour avoir une fiscalité qui est la plus allégée possible, puisque c'est la fiscalité finalement du pays de résidence du détenteur du contrat qui s'applique. C'est ça, Charles Lancelot ? Et c'est exactement ça. C'est le plus important, c'est la fiscalité du pays de résidence, voilà, qui serait applicable au contrat. Et effectivement, si on détient un contrat d'assurance vie français et pas luxembourgeois, il peut y avoir une double fiscalité qui s'applique. Après, ça dépend des conventions fiscales entre les pays, mais c'est moins simple, on va dire. Charles Lancelot, pour tous ces éléments, on a beaucoup de questions. Je vais en relayer certaines. Alors, certaines questions se rejoignent d'ailleurs très bien. Avec plaisir. Est-ce que on parlait des catégories
catégorisation client, on a eu plusieurs questions sur les montants minimums d'investissement, de souscription d'un contrat de droit luxembourgeois. Est-ce que, notamment, on a une question en général, 250 000 ou 500 000 euros, est-ce que c'est vraiment intéressant? Qu'en est-il avec les contrats que vous proposez? Donc, est-ce qu'on peut revenir sur voilà, les montants d'investissement minimum et à partir de combien en réalité c'est intéressant de se pencher sur le sujet du luxembourgeois? Je vais parler de manière générale pour vous donner un peu des éléments de marché et après je vais parler des minimums de One Life. Pour faire très simple, le minimum, généralement, c'est le minimum de la compagnie d'assurance. Donc ici, en environnement gestion collective, il n'y a pas de minimum imposé par la réglementation. Donc le minimum va être le minimum de la compagnie. Chez One Life, c'est 100 000 euros pour accéder à la gamme gestion collective. Pour accéder en gestion individuelle, c'est 250 000 euros chez One Life. Pourquoi 250 000 euros? Parce que pour faire un compartiment feed ou un compartiment face, il faut être minimum client type A. Donc, investir 125 000 euros dans son contrat et justifier de 250 000 euros de fortune mobilière nette. One Life a décidé de mettre le minimum en gestion dédiée, feed ou face, à 250 000 euros. Donc, c'est-à-dire au client, minimum type B et C. C'est pour ça que très souvent, vous voyez, si vous avez déjà eu des offres luxembourgeoises, vous êtes déjà intéressé au sujet du contrat d'assurance luxembourgeois, vous allez voir des minimums à 250 000 euros ou des minimums à 1 million. Voilà. C'est aussi pour ça que certains acteurs, même certaines banques, voilà, on parle d'1 million d'euros. Voilà, on parle du private banking à Luxembourg, c'est minimum 1 million. C'est pas pour rien. C'est parce que la réglementation dit voilà, vous êtes type D à partir d'1 million, et donc certains acteurs décident de mettre une limite à 1 million. One Life a décidé de mettre son minimum à 250 000 euros pour avoir des investisseurs type B, C ou D. Oui, très, très bien. Donc, si je reformule également, on peut envisager d'investir sur un contrat d'assurance du luxembourgeois One Life à partir d'un montant minimum de 250 000 euros et pour avoir une offre diversifiée d'un patrimoine, une fortune mobilière nette supérieure à 500 000 euros, c'est ça, Charles Lancelot? C'est exactement ça. Je précise juste que si jamais il y a un réel intérêt ou une réelle envie de placer ces fonds à Luxembourg, il est possible des 100 000 euros en gestion collective. Et là, par contre, ça va être une gestion plus connue pour les investisseurs français, qui est des gammes de fonds OPC. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, il y a environ 650 fonds qui sont référencés dans la gamme One Life. Donc, il y a cette possibilité-là. Et les 100 000 euros sont un minimum fixé par One Life. Donc, voilà, tout est discutable. Mais ce que je veux dire, c'est que les 250 000 euros, c'est que c'est un minimum légal pour être type B. Voilà. Très clair. On évoquait juste avant le sujet de la portabilité du contrat et de la fiscalité. On a eu plusieurs questions justement autour de cette thématique de la fiscalité. Si je résume les différentes questions, c'est notamment des personnes qui envisagent peut-être de partir à l'étranger et qui se disent: est-ce que je peux, malgré mon changement de résidence, de lieu de résidence, conserver la fiscalité française dans le cadre du contrat luxembourgeois et donc ne pas activer la portabilité, ne pas supporter la fiscalité du lieu du pays du nouveau pays de résidence? La réponse est non. C'est-à-dire que il y a une actualisation de la connaissance client qui doit se faire. C'est-à-dire que si vous décidez de ne pas communiquer votre changement de résidence fiscale, c'est de votre fait. En tout cas, nous, One Life, lorsque vous allez vouloir récupérer les capitaux de votre contrat, on va vous demander quelle est votre résidence fiscale. Donc, si vous ne nous donnez pas la bonne résidence fiscale, ça peut poser problème à un moment donné. Donc, si vous êtes résident fiscal un autre pays que la France, les règles fiscales applicables à votre contrat, ce seront les règles de votre nouveau pays de résidence. On n'a pas un choix qui est rendu possible, c'est imposé en fait. Et exactement. En sachant que si vous quittez la France, avec un contrat luxembourgeois, votre contrat n'a plus aucun impact, la fiscalité française, n'a plus aucun impact sur ce contrat-là. Parce que c'est un contrat luxembourgeois détenu par un résident fiscal d'un autre pays. Charles Lancelot, pour cette réponse. Il y a beaucoup de questions. Je suis désolé, je ne pourrais pas toutes les relayer. Je me permets, Maxime, j'en ai vu une sur le Crédit Lombard.
Oui, tout à qui est fait. posée au début. Oui. Je vais y répondre en 30 secondes parce que ça peut être intéressant. Alors, on parlait de taux, de durée, etc. Alors, le crédit lombard, très simplement, c'est une garantie qui est mise sur les actifs placés dans un contrat luxembourgeois et on vous octroie une ligne de crédit. Voilà. Donc, vous nantissez en partie ou la totalité de votre contrat et suite à ce nantissement, vous avez une ligne de crédit qui vous est octroyée. Le crédit lombard peut être fait pour un projet immobilier, pour renforcer les positions dans votre contrat, donc pour réinvestir les fonds prêtés ou pour des achats. Donc, vous avez une ligne de crédit, vous pouvez même avoir des moyens de paiement mis à votre disposition pour utiliser cette ligne de crédit. Généralement, le principe d'un crédit lombard, c'est un montant fixe, une durée fixe, un taux fixe. En fonction de chaque banque, il y a des spécificités qui peuvent venir. Voilà. Généralement, la valeur de gage attribuée se fait sur les actifs dits liquides. Donc, si vous avez en tête d'investir sur des positions de private equity, des fonds non cotés, vous n'aurez pas de valeur de gage attribuée sur ces actifs-là. Et tout ce qui va être fonds OPC, actifs liquides, produits structurés, titres vifs et autres, ETF, là, vous avez une valeur de gage, donc généralement entre 50 et, j'ai déjà vu des dossiers, jusqu'à 80% de valeur de gage attribuée. On a plusieurs questions là qui viennent de tomber autour du mécanisme du contrat d'assurance vie en tant que tel, les règles en cas de vie, en cas de décès, et est-ce que One Life propose une version de contrat de capitalisation? Bon, plusieurs questions autour de la transmission, notamment à travers le contrat de capitalisation, et une autre question, mais qui est tout à fait en lien. Est-ce que le contrat survit au détenteur, le contrat d'assurance vie? Donc voilà, plusieurs questions autour de la transmission notamment. Oui, One Life propose un contrat de capitalisation, personne physique, personne morale. Donc, en fonction du démembrement, le contrat peut survivre, effectivement. Je ne rentre pas plus dans le détail. Je pense que Maxime, tu es bien plus à même que moi pour répondre là-dessus, de comment ça fonctionne en cas de démembrement du contrat. Mais oui, c'est possible, on le propose et on le fait. On met en place le démembrement ou on réemploie des fonds déjà démembrés. Voilà, pour les initiés, ça peut être important cette précision. Le contrat d'assurance vie, non, ne survit pas au décès de la vie assurée sur le contrat. Donc, très souvent du souscripteur. Le contrat se dénoue au décès et la clause bénéficiaire est appliquée. On a de nombreuses questions sur les frais associés à l'offre luxembourgeoise. Ouais. Est-ce qu'on peut dire un mot c'est très bien d'avoir des questions là-dessus. Alors, on a souvent en tête que le contrat luxembourgeois coûte très cher. Ça peut coûter cher et plus cher qu'un contrat français, effectivement, mais pas toujours. Tout dépend de ce sur quoi vous investissez. Si vous ouvrez un contrat luxembourgeois et que vous allez investir sur des actifs liquides, des choses, je veux dire, faciles à acheter pour la banque, faciles à valoriser, il n'y aura pas de surcoût. Quand je dis il n'y aura pas de surcoût, vous aurez les frais de l'assureur, les droits de garde de la banque et les frais de commercialisation du contrat. En fonction de ce que vous souhaitez mettre en place, on parlait de crédit lombard, on parlait d'actifs non cotés, et toutes ces choses-là peuvent effectivement rajouter des frais sur le contrat. Au niveau des frais de gestion chez One Life, on est à 1,5% maximum de frais. Moi, je voulais peut-être un complément, parce que la question a été posée, en tout cas dans certaines des questions. Au niveau du cabinet Grisby Gestion Privée, nous n'appliquons pas de droit d'entrée. Il n'y a pas de frais d'entrée appliqués ni par One Life ni par Grisby Gestion Privée. Après, pour avoir une réponse très précise, vous l'avez compris, comme les choix sont extrêmement vastes, que ce soit sur les modes de gestion ou sur la multiplicité des sous-jacents, cela va dépendre de l'allocation qui sera retenue et du mode de gestion retenu. Mais en tout cas, il n'y a pas de droit d'entrée. C'est ça. Et petite précision également, alors c'est pas propre à One Life, c'est assez commun sur le marché luxembourgeois, un peu moins en France. C'est-à-dire que le montant des frais est dégressif en fonction du montant investi. Voilà, c'est vraiment une mentalité private banking, c'est-à-dire plus vous investissez, moins les frais vont être élevés. Il y a des paliers, 500 000, 1 million, 5 millions, 10 millions, voilà. Et à partir de plusieurs millions, c'est du cas par cas, tout, voilà. Très bien, mais écoutez, Marc, je ne sais pas si tu veux rajouter un mot par rapport à différentes questions que tu as pu voir passer. N'hésitez pas, vous l'avez compris, c'est un contrat qui est très patrimonial, très sur mesure. L'univers des possibles est très très vaste.
Donc, si vous avez des questions précises auxquelles on n'a pas répondu, on reprendra contact avec vous. Et sinon, revenez vers nous pour qu'on puisse établir la stratégie qui est la plus appropriée à vos besoins. J'ai vu une petite question, Marc, si tu as fini, je veux bien y répondre. Lors de la transmission, y a-t-il automatiquement vente des supports ou le contrat peut-il être transmis avec les supports investis? En cas de succession, si les actifs sont liquides, on les cède et on transmet, on paye en virement bancaire. Si les actifs sont dits illiquides ou sont investis et qu'il y a une période de blocage et que si on désinvestit, il y a des pénalités de sortie, effectivement, c'est assez rare, mais on peut payer en titre. Par contre, ce qui est plus courant, c'est en cas de rachat, vous investissez dans un fonds de private equity, période de blocage 5 ans, pénalité de sortie avant les 5 ans, mais vous avez besoin de clôturer votre contrat. Eh bien, tout ce qu'on va pouvoir vous payer, tout ce qu'on va pouvoir liquider, on va le sortir, on vous paiera sur votre compte bancaire. Et ce qu'on ne pourra pas, on vous le paiera en titre. Mais ça fonctionne également à l'investissement. C'est-à-dire que vous pouvez souscrire à un contrat d'assurance vie luxembourgeois chez One Life en apport de titre. Pas chez tous les assureurs, mais en apport de titre, ça fonctionne. Et ça, on le fait pas tous les jours, mais on le fait régulièrement, plusieurs fois par mois. Il y a un apport de titre qui est fait et du coup, il y a une cession de parts qui est faite entre vous, le détenteur des titres, et One Life, la compagnie d'assurance. Souvent, ça peut être une bonne idée. Ceci dit, attention, on a souvent le cas de clients qui ont travaillé plusieurs années dans un grand groupe, qui ont des parts, qui ont des actions et qui ont l'idée de les apporter. Attention, lorsqu'on apporte les titres, ça vaut cession de parts. Donc, en fonction de la plus-value, vous allez être taxé. Donc, bien briefer ça avec votre conseiller Grisby avant. Très bien. Peut-être dernier élément, là, une question qui vient d'arriver également, liée à la fiscalité des versements effectués après 70 ans. Je pense que ça vaut le coup de repréciser que, notamment pour un détenteur de contrat d'assurance vie luxembourgeois qui vit en France, il a une fiscalité identique à celle qui s'applique dans le cadre d'une détention d'un contrat d'assurance vie français. Donc, la fiscalité des versements effectués avant 70 ans bénéficie d'un cadre fiscal particulièrement avantageux, et après 70 ans, il y a un petit avantage de 30 500 euros. 30 500. Donc, en tout cas, c'est la même configuration, le même cadre fiscal quand on réside en France, si on détient un contrat luxembourgeois ou un contrat français. Peut-être c'est ça, Charles Lancelot. Exactement ce que tu viens de dire, Maxime. Votre pays de résidence fiscale est la France, donc on vous fait signer un contrat donc luxembourgeois, mais adapté pour un résident fiscal français, donc qui respecte la réglementation française. Et donc, les articles 757B, 990I sont applicables à ce contrat-là. Sauf si, en cours de vie du contrat, donc une fois que vous avez souscrit à ce contrat, vous déménagez, ces articles ne sont plus applicables. Mais effectivement, vous bénéficiez bien de l'abattement par bénéficiaire de 152 500 si vous souscrivez à un contrat avant vos 70 ans. Ça permet de répondre à une autre question qui a été posée, et ce sera la dernière, qui est quid de l'intérêt d'investir dans un contrat d'assurance vie luxembourgeois plutôt que d'ouvrir un compte titre à l'étranger. C'est déjà avoir une diversification très forte et surtout bénéficier d'un cadre fiscal avantageux qui est celui de l'assurance vie. Ça, et notamment quand on réside en France. On sait que dans une logique de plus-value et surtout de transmission, c'est un cadre fiscal particulièrement avantageux dont on ne bénéficie pas quand on détient un compte titre, bien évidemment. Un grand merci à Charles Lancelot, à Marc, à l'ensemble des participants. Vous étiez nombreux, vous avez posé de très nombreuses questions. Désolé si on n'a pas pu répondre à toutes les questions. En tout cas, on est là. L'équipe comme l'indiquait Marc, l'équipe des conseillers Grisby Gestion Privée est à vos côtés pour répondre à d'autres points si vous le souhaitez ou à vous accompagner dans vos réflexions. N'hésitez pas à nous appeler ou à nous envoyer un mail à l'adresse suivante conseil@grisby.fr. On est là pour justement vous répondre, bien évidemment. Une question a été posée et on peut y répondre également, c'est le replay. Oui, il y a bien un replay qui sera diffusé très prochainement, donc n'hésitez pas à revoir ce replay ou à le diffuser à vos proches qui pourraient potentiellement être intéressés. Voilà, merci à tous et à très bientôt.